Très bien, merci beaucoup, Monsieur le Président. Mes chers collègues, alors, nous présentons ce jour notre rapport d'information sur la taxation des produits agroalimentaires. J'ai eu le plaisir, en qualité de présidente de cette mission d'information, de travailler avec notre collègue Razia Hamadi depuis le mois de janvier dernier sur un sujet vaste, sur un sujet varié qu'est la taxation des produits agroalimentaires. Nous nous sommes notamment efforcés de prendre en compte des travaux qui avaient été menés en 2014 par nos collègues sénateurs Yves Daudigny et Catherine Deroche sur la fiscalité comportementale, même si le champ de nos travaux, qui n'incluait pas le tabac, était quelque peu différent. Le thème de notre mission couvrait un champ plus vaste qui concernait non seulement le nombre de taxes concernées, nous en avons identifié plus d'une vingtaine qui s'ajoutent à la TVA, mais aussi par la diversité des produits alimentaires. À cet égard, nous avons opté pour une conception large de notre sujet d'étude. Nous avons analysé les taxes qui pèsent depuis la production jusqu'au consommateur final, non seulement sur les aliments, mais également sur les boissons, y compris l'eau, les sodas, et les boissons alcoolisées, qui sont elles-mêmes très diverses et qui sont soumises à des droits d'assises différents. En revanche, nous nous sommes concentrés sur les seules impositions de toute nature et notre rapport ne mentionne que pour mémoire les nombreuses redevances, les nombreuses contributions volontaires obligatoires, dites CVO, qui existent dans les diverses filières agricoles. Ces redevances ont une nature juridique différente car elles sont la contrepartie d'un service qui est rendu aux professionnels concernés et qui ont vocation à structurer les filières. Au total, les 21 taxes identifiées par la mission représentent tout de même près de 4,7 milliards d'euros de recettes publiques, soit près de 15% du rendement actuel de l'impôt sur les sociétés. Ces taxes sont présentées dans le rapport sous forme d'un tableau récapitulatif que vous trouvez des pages 14 à page 20 et ils sont ensuite analysés. Si le thème de notre étude est apparu très varié, c'est aussi parce qu'il nous a conduit à rencontrer un grand nombre d'acteurs au cours de la trentaine d'auditions que nous avons menées, des producteurs agricoles, des industries agroalimentaires, des distributeurs, des associations de consommateurs et bien sûr les différentes administrations concernées, qu'il s'agisse de ministères ou d'organismes bénéficiant actuellement de l'affectation du produit de certaines taxes, telles que la mutualité sociale agricole. Vous trouverez en fin de rapport, en page 125, la liste de ces auditions. Notre objectif prioritaire, très vite, a été de rechercher l'efficacité, de rechercher une meilleure lisibilité de fiscalité, car les taxes existantes fonctionnent parfois mal, ne fonctionnent pas comme elles avaient pu être pensées. Elles sont quelquefois compliquées et trop nombreuses. On peut faire mieux, on peut faire plus clair en réformant notre système, sans toutefois dégrader les finances publiques. Et je laisserai au rapporteur le soin de vous expliquer comment, en vous présentant notamment nos propositions. Nous avons pris en compte cet élément de ne pas dégrader les finances publiques. Les réponses que nous avons obtenues en interrogeant les parlements des États membres du Conseil de l'Europe, car il est intéressant de voir ce qui se passe autour de nous, que je veux remercier ici de leur coopération, confirment que la sédimentation historique des taxes dont nous disposons dans ce domaine est une singularité, c'est une singularité française. Nous sommes le seul pays, effectivement, à disposer de certaines de ces taxes, parfois archaïques et difficiles à recouvrer, comme celles, par exemple, sur les farines ou sur les huiles végétales. Nous avons constaté que les taxes existantes créaient de nombreuses distorsions économiques et avaient parfois manqué leur cible, manqué leur objectif, comme c'est le cas, par exemple, de la taxe sur les boissons dites énergisantes, qui finalement frappe d'autres boissons que celles qui avaient été fléchées, d'autres boissons contenant de la caféine, telles que les cafés lattés vendus au détail, mais finalement ne taxent pas les boissons énergisantes à proprement parler. D'autres imperfections également nous sont apparues en ce qui concerne la structure des taux de TVA. Contrairement à ce que pensent un certain nombre de personnes, le taux réduit de 5,5 n'est pas applicable à tous les produits alimentaires. Certains produits, tels le caviar, la confiserie, la margarine ou divers produits à base de chocolat restent taxés au taux normal de 20%. Mais les exceptions qui conduisent à appliquer le taux normal de TVA ne sont pas toujours convaincantes
et nuisent à la cohérence de l'ensemble. C'est notamment, par exemple, le cas pour la margarine, qui est taxée au taux normal alors que le beurre est taxé au taux réduit, et certains produits chocolatés. Nous avons notamment découvert que le rocher au chocolat n'était pas taxé de la même manière que le mini rocher, suivant la longueur du dit rocher ou le poids de celui-ci, à composition identique. Donc si vous mangez, mes chers collègues, un mini rocher dont la longueur est inférieure à 5 cm et le poids inférieur à 20 grammes, vous contribuez à un taux de TVA de 5,5. En revanche, si vous mangez un rocher, vous êtes un meilleur citoyen. Si vous mangez un rocher dont la longueur est supérieure à 5 cm et le poids supérieur à 20 grammes, vous contribuez à un taux normal de 20%. Et quand vous en mangez deux, c'est encore mieux. Alors, l'ensemble de ces raisons qui vous font sourire nous ont conduit à prendre en compte ces distorsions fiscales entre des produits extrêmement proches, et l'ensemble, effectivement, paraît assez absurde. Nous avons aussi étudié la façon dont la taxe sur les boissons sucrées et édulcorées, mise en place en 2012, avec un taux relativement faible, un taux de 2,5 centimes par canette de 33 centilitres, n'a entraîné qu'une baisse légère et temporaire de la consommation, qui a ensuite continué à augmenter à partir de 2013. Dans ce domaine, les études montrent qu'il faut que la hausse de taxes soit sensible pour pouvoir entraîner un signal fort, un signal prix clair et perceptible par les consommateurs. Ils peuvent alors reporter une partie de leur consommation vers d'autres produits dont la consommation ne présente pas les mêmes inconvénients sanitaires. En matière de boissons alcoolisées, nous avons constaté que la complexité du système actuel s'explique largement par les règles imposées par le droit de l'Union européenne et qu'il est important de préserver cette fiscalité très productive et qui répond à des objectifs de santé publique bien évidents. D'une manière générale, et sans m'étendre sur les propositions du rapport, notre philosophie, et je crois que c'est ce qu'il faut retenir, a été de privilégier le plus possible la neutralité fiscale et de ne s'en éloigner que lorsqu'il y a de bonnes raisons de le faire pour des motifs d'intérêt général et avec des outils de fonctionnement. Nous avons donc voulu prendre en compte un certain nombre de préoccupations sanitaires ou environnementales, mais encore faut-il que cela puisse être efficace en pratique. Aussi, notre travail a placé au centre de ces préoccupations le fonctionnement et l'impact économique de ces taxes en lien avec la situation des producteurs agricoles en amont dans chaque filière. Ce voyage que nous avons fait à travers notre fiscalité agroalimentaire a été instructif. Il nous a montré que cette fiscalité est très compliquée, qu'elle s'est par ailleurs trop compliquée au fil du temps, avec une certaine créativité dans des lois qui ne sont pas toujours des lois de finances. Nous estimons que, pour un même montant global de recettes, nous pouvons faire mieux, nous pouvons faire plus simple en supprimant de nombreuses taxes. Je laisse donc maintenant le soin à notre rapporteur de vous présenter plus précisément le contenu de ce rapport et les propositions auxquelles nos constats nous ont amenés, en espérant que vous pourrez souscrire à notre démarche. Et je veux terminer en remerciant tous les services qui nous ont accompagnés dans cette mission avec beaucoup de qualité. Merci Madame la Présidente. Monsieur le rapporteur,